Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Bonsoir à tous, chers amis. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs à 19h sur Sud Radio. En ma compagnie, Guillaume Bigot. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie et bonne année à tous. Et bonne année, effectivement. Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb. On va en parler de la classe dirigeante française dans quelques instants. Sur Sud Radio, nous sommes également en compagnie de Nicolas Corato. Bonsoir à vous, Nicolas. Bonsoir Jean-Marie, bonne année également à vous toutes et tous. Exactement, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Les grandes plaidoiries et les grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Heredium. On va le faire, le procès de la stratégie vaccinale française dans un instant. Pourquoi est-ce si lent? Tiens oui, bonne question. Pourquoi est-ce si lent? Et quoi de neuf, docteur? Quand il s'agit de vaccination, tous les pays n'avancent pas au même rythme. En France, seulement 500 personnes ont été vaccinées pour le moment. Pip, pip, pip. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, il est assumé. Ouais, j'aurais dû penser à me faire vacciner avant. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Oui, toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination. Mais c'est en toi que j'ai pas confiance. Ayons confiance, chers amis. Alors d'abord, on remercie Jamel Abdelak à la réalisation des vraies voix qui font bouger la France. Mauvaise langue, Jamel Abdelak, il disait on en est à 500 vaccinés. C'est pas vrai, là c'est trop dur. Nous sommes 516 à ce stade et c'est très important que vous pouvez comparer d'ailleurs aux plus d'1 million d'Israéliens vaccinés depuis le début de leur campagne, même si elle a commencé plus tôt, aux près d'1 million de Britanniques vaccinés aussi. Et on peut comparer ça aux 100 000 Allemands et quelques. Les Allemands trouvent que ça va beaucoup trop lentement. Ils ne sont pas contents. Que dire de la stratégie française? À qui la faute? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que c'est le gouvernement qui dit ne pas confondre vitesse et précipitation, bien que le président de la République assure que lui, il trouve que ça va trop lentement? Est-ce que c'est la faute de l'État? Le gouvernement voudrait que ça aille vite, mais c'est l'État qui en empêche et qui a du mal à certifier des frigos à moins 70 degrés. Qui est responsable? Est-ce que c'est la faute des deux? Eh bien, vous votez sur Twitter. On fera un point dans un instant sur vos votes. À qui la faute, Nicolas Corato? Écoutez, moi sur cette question, je suis dans le déni. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que nous n'avons pas une stratégie que nous sommes les seuls à avoir et qui sera nécessairement gagnante. C'est-à-dire que sinon je serais sidéré par l'état de déliquescence de mon pays et du gouvernement qui est à sa tête. Donc moi je veux croire qu'on a raison d'aller très lentement, de cibler un seul public, d'attendre que les autres vaccinent largement. Bref, vous comprendrez que je suis un peu ironique en ce début d'année. Oui, c'est ce que je me disais. Non, je partage l'avis de beaucoup de Français, je suis assez sidéré. Si nous avons une stratégie qui est gagnante, alors il faut l'expliquer carte sur table, et puis il faut surtout en débattre. Parce que moi, je peux comprendre qu'on vaccine d'abord les personnes les plus vulnérables, qu'on gère encore une fois la pénurie dans cette histoire, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de la crise sanitaire dans ce pays. Et on n'est pas très fort pour gérer la pénurie. C'est-à-dire que non seulement les gens qui nous gouvernent nous mettent en situation de pénurie, mais ils ne savent pas gérer la pénurie. Il y a des gens qui savent gérer la pénurie. Il y a des États dans lesquels on gère très bien la pénurie. C'est pas le cas de la France. Donc, oui, il y a un problème. J'ai l'impression que dans ce pays, on gère plus les risques juridiques que les risques sanitaires. On a peur d'un procès en cas de problème de surdose ou alors d'éventuels effets secondaires, bien que je pense qu'il faut interroger cette question de la responsabilité juridique de nos dirigeants. C'est un vrai sujet. J'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est pas débattu depuis le début, mais qui, depuis le début de cette crise, ankylose complètement le gouvernement. Cette responsabilité pénale des ministres et des dirigeants et des hauts fonctionnaires. Ça, c'est la première chose. J'ai l'impression que dans ce pays, on produit plus de normes que d'actes logistiques. Et ça aussi, c'est une deuxième constatation. Si je fais le compte du nombre d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés qui ont été passés depuis le début de la crise sanitaire et que je le rapporte au nombre de masques et de vaccins réellement produits ou disponibles sur le marché français, je vois qu'il y a une très large différence en termes de production. Donc oui, il y a un problème grave dans ce que certains appellent l'état profond. Il y a une difficulté à concrètement mettre en place des opérations au plus proche des citoyens, comme si cet État s'était
finalement rétréci dans ses propres procédures, qu'il n'y avait plus personne derrière les guichets et qu'il n'y avait plus personne au contact avec la population. C'est très très inquiétant. Vous parliez à l'instant de logistique. Alain Fischer, le responsable de la stratégie vaccinale française, a avoué en direct dans les médias, je cite, qu'il ne connaissait pas grand-chose à la logistique. C'est peut-être la raison pour laquelle quand en Israël, à un pays de moins de 10 millions d'habitants, on peut vacciner 1 million de personnes en 3 semaines, eh bien en France, c'est 500 en quelques jours. Voilà, Guillaume Bigot, à qui la faute diriez-vous ? Je pense que ce n'est pas la faute de l'État profond, c'est la faute de la connerie profonde des dirigeants français depuis 40 ans. C'est un grand classique de l'histoire de France, hein. C'est vraiment un grand classique de l'histoire de France. C'est Sedan, 1870, puis c'est la ligne Maginot, 1940. D'ailleurs, vous entendiez la musique de la 7e compagnie dans le montage que Jamel nous a offert, effectivement. Bravo à Jamel, son montage était très subtil. Et burlesque, si c'était drôle, mais malheureusement, il y a des morts, et 2, ces gens nous font honte. Ils nous font honte. Alors j'entends bien, c'est la formule du général de Gaulle, que les Français, que les peuples ont toujours les dirigeants qu'ils méritent. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout que nous ayons les dirigeants que nous méritons. Et pour le démontrer, je vais faire un diagnostic très clair. En fait, on accuse à tort l'État profond et la centralisation. On va redonner une définition, si vous le voulez bien, parce que c'est un terme qui est de plus en plus connoté, d'ailleurs, qui n'a peut-être pas le même sens dans la bouche de Guillaume Bigot que dans celle de Nicolas Corato. C'est quoi ce que vous appelez l'État profond ? C'est la science politique qui a forgé ce terme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un terme qui est utilisé par Trump ou des populistes, c'est aussi un terme de science politique qui date de la fin des années 70, pour dire que finalement, les gouvernants peuvent changer, mais il y a notamment, et aux États-Unis, des agences gouvernementales, et pour commencer la CIA, qui est vraiment où il y a une zone, disons, qui n'est pas atteinte par les changements de majorité gouvernementale, les changements de majorité politique, et qui a une forme d'autonomie, disons... L'inertie des services de l'État qui seraient insensibles aux consignes politiques. Est-ce que c'est ça qu'il faut croire quand Emmanuel Macron dit publiquement, enfin presque publiquement, fait dire qu'il a exigé, en tapant du poing sur la table, qu'il fallait que ça change vite et fort, cette stratégie de vaccination ? Non, je pense que le problème, il est dans le type, le style, en fait, de dirigeants que nous avons. Pourquoi ? Je m'explique. Les énarques, il faut arrêter de leur taper sur la tête. Les énarques, il faut bien comprendre ce qu'ils sont. Les énarques, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont triés sur le volet, sélectionnés, formés, parce qu'ils ont une extraordinaire aptitude, 1, à obéir, 2, à ne pas décider, 3, à faire des plans en 2 parties, 2 sous-parties pour expliquer pourquoi il est très compliqué de décider. C'est un brin caricatural, on peut le reconnaître. Non, c'est pas caricatural, c'est leur formation. Je le sais, je viens de ce monde, je peux vous dire que c'est leur formation. C'est comme ça qu'ils sont faits. Et les meilleurs sont les plus obéissants, les plus conformistes, et ceux qui sont les plus capables de faire des plans en 2 parties, 2 sous-parties. Deuxièmement, c'est très important de comprendre, c'est pas l'administration donc qui peut se gouverner elle-même. C'est-à-dire que l'administration, elle n'est pas mauvaise, c'est pas un facteur de... C'est pas ça qui fait problème en France. Ce qui fait problème, c'est que l'administration, elle n'est pas commandée. Or, depuis les Romains, il y a une vieille sagesse politique qui nous vient des Romains, sedant arma togae. C'était dans le domaine militaire, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire, sedant arma togae, ça veut dire que le militaire doit s'effacer devant le politique. Le politique, c'est le commandement. Clémenceau le disait autrement. Il disait la guerre est une chose tellement sérieuse qu'elle ne doit pas être laissée aux militaires. Les spécialistes, si vous demandez aux spécialistes, j'ai lu ce très intéressant papier du Figaro Vox où il dit qu'il faut demander aux logisticiens. Mais le problème, c'est que 2 logisticiens ne seront jamais d'accord entre eux. 2 scientifiques ne seront jamais d'accord entre eux. Le problème, c'est que nous n'avons pas de décideurs politiques, de gens qui peuvent trancher, prendre des décisions. Et prendre des décisions, qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas être un spécialiste. Or là où c'est complexe, c'est que nous avons dans la Ve République un chef à la tête de l'État qui normalement doit trancher, même le président de la République, D'accord ? Seulement le problème, c'est que lui-même est issu de cette haute fonction publique qui est faite pour ne pas trancher et ne pas décider d'une part, et qui considère que gouverner, c'est une spécialité, et c'est même la spécialité des énarques. Et que les non-énarques ne doivent pas s'en mêler parce qu'eux seuls savent comment
Eh bien, finalement, comment quoi ? Comment faire de la com ? Comment ne pas prendre de décision ? Comment border leurs propres fesses, en fait ? C'est ça. Et en tout cas, on a assisté au début de cette campagne de vaccination à une séquence médiatique qu'on aurait pu comparer à ce qui s'était passé avec les masques. C'est-à-dire, vous avez le ministre de la Santé qui dit oui, on ne confond pas vitesse et précipitation, on assume la lenteur, c'est prévu, on y arrivera. Et vous vous attendiez à ce que dans 3 semaines, ils nous disent non, finalement, là, on va aller beaucoup plus vite, un peu avec le même genre de revirement que sur les masques dont on n'avait pas besoin quand on n'en avait pas. C'est un problème. C'est quand les événements vous échappent, feignez d'en être les organisateurs. Comment on a pu, ne serait-ce que, on parle de stratégie vaccinale, Nicolas Corato, on a prévu une stratégie vaccinale, ça veut dire qu'on a un objectif de plusieurs millions de Français qui devraient être vaccinés au bout d'un certain temps. Comment se fait-il dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas du tout dans les clous pour le coup, eh bien que cette estimation qu'on a dû avoir, ou cette stratégie, elle soit complètement fausse? Qu'est-ce qui cloche? C'est le fait de demander leur avis aux Français, demander l'assentiment de ceux qui se font vacciner, c'est le fait d'aller d'abord dans les EHPAD, de prendre du temps, c'est un problème de vaccin parce qu'il faut garder le vaccin à moins 70 degrés et c'est un problème de frigo? Non, mais je rejoins ce que disait Guillaume. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur la responsabilité des uns et des autres, mais passons. Je pense qu'une des explications, c'est qu'il n'y a pas eu d'arbitrage sur des points importants. C'est-à-dire qu'on a couru tous les lièvres en même temps. On a voulu lancer une très grande campagne de vaccination, tout en se disant, je me place à la place de nos gouvernants, que les Français ne voulaient pas de ce vaccin. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui pour s'expliquer la lenteur. Ils disent on a pris du temps et on prend plus de temps que les autres parce qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos concitoyens qu'il faut aller se vacciner. Ce qui est une marque de plus indélébile du traitement de cette crise depuis le début, c'est cette défiance vis-à-vis du peuple français. Or, ceux qui font vraiment les choses plutôt bien, c'est le peuple français d'ailleurs. On l'a vu, regardez le nombre de tests qui ont été passés pendant les vacances, avant les fêtes, les Français ont été responsables, ils sont allés se faire tester, excusez-moi mais se faire tester en masse. Et oui, ils auraient bien aimé. Donc, moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où le vaccin sera là, les Français iront se faire vacciner en masse. Il ne faut pas imaginer que, vous savez, ces irréductibles Gaulois, cette défiance vis-à-vis du peuple français, qui serait un peuple très compliqué à gérer, ingouvernable. Alors, non, le peuple français n'est pas ingouvernable. C'est nos gouvernants qui sont incompétents. Et je rejoins ce que dit Guillaume. Cette campagne, elle souffre d'une chose, il n'y a pas eu d'arbitrage. Alors, il fallait arbitrer entre quoi et quoi? Dans ce cas-là, on va en parler dans un instant, mais d'abord, j'aimerais revenir sur une précision. C'est vrai que la France est, dans les grands pays, le pays où il y a la plus grande proportion de la population qui, avant la campagne de vaccination, avait peur du vaccin ou n'en voulait pas. 40%. C'est énorme. Oui, mais c'est parce qu'on est un pays où on aime débattre, mais ça ne doit pas faire peur à des gouvernants. Ça ne doit pas faire peur, ça. Au contraire, c'est génial de lancer une campagne de vaccination d'un nouveau genre auprès d'une population un peu réticente. Prenons ce défi comme un objectif positif et donnons-nous les moyens de le faire. Elle est où la campagne de communication du gouvernement sur la vaccination, sur la technologie ARN? Vous avez vu des spots de publicité, vous, chez Hanouna, sur la technologie ARN? Ni sur Sud Radio, ni chez nous, effectivement. Mais Nicolas a parfaitement raison. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre le fait qu'il y ait une défiance importante à l'égard du vaccin et le fait que nous soyons le seul pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Grande-Bretagne a développé son vaccin, la Russie a développé son vaccin, la Chine a développé son vaccin, les États-Unis ont développé son vaccin. La France est le seul pays membre du Conseil de sécurité qui n'a pas développé son vaccin. Quel rapport y a-t-il entre cette impuissance, alors même que nous sommes le pays de Pasteur, alors même que nous avons un fort investissement dans le domaine de la santé, alors que Sanofi est une des plus grandes entreprises du monde dans le secteur médical et que Sanofi a lancé son vaccin. C'est vrai, oui. Vous avez l'Institut Pasteur toujours aussi. Comment se fait-il justement, que personne n'ait réussi à mettre au point rapidement, comme l'Université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca, ou comme les Allemands comment se fait-il que personne n'ait réussi à en inventer un? On a parlé du Made in France pendant la première vague. Il n'y a pas de vaccin. Je répète, nous, notre élite, elle ne s'intéresse pas au réel. Elle s'intéresse à rester vraiment séparée du bon peuple, du bas peuple, en générant, en sécrétant comme une espèce de poison mortel, une sorte de doxa qui tient à distance le pauvre citoyen. Oui, mais même si on lui prêtait... Au-delà de ça, Guillaume Bigot, imaginons qu'on accepte de prêter des intentions méprisantes à ce que vous appelez l'élite, qu'elle soit dans le secteur public ou privé. A priori, inventer un produit dont toute la planète a besoin, le sortir dans les premiers comme l'a fait Pfizer, a priori, c'est plutôt une bonne idée, ne serait-ce qu'en termes de business. Pourquoi on n'a même pas été sur ce plan-là capable de sortir un produit qui aurait pu convenir à tout le monde et qu'on aurait pu envoyer partout dans le monde? Mais moi, je crois... Alors, Guillaume et Nicolas ensuite, pardon. Non, mais ouais, ok.
Vas-y, Nicolas. Non, mais moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse précise parce que je pense que c'est une grande question que devra nous laisser cette crise et qu'il faudra analyser ensuite. Moi, je pense simplement à un révélateur. Cette crise est un révélateur parce que ça fait des années qu'on nous parle de comparaison dans le cadre de la mondialisation et qu'on nous explique que parce qu'on se compare, il faut qu'on se réforme. Mais finalement, c'est la première fois où on voit notre élite comparée aux autres élites internationales. Et cette histoire de la vaccination, cette histoire de la crise sanitaire, c'est un énorme crash test pour les élites françaises, où on voit que sur tous les pans du jeu, nos élites sont à la ramasse. Sur le plan de la prévention, de l'anticipation de la crise, sur le plan du dépistage, sur le plan du masque, sur le plan de la politique industrielle, et aujourd'hui sur le plan de la vaccination, que nos élites privées comme publiques sont aujourd'hui nues, comme le roi était nu, face à la mondialisation qui n'est pas à notre avantage. Et effectivement, qu'on regarde à l'ouest, au nord, au sud, nous sommes bons derniers de la classe. Alors parlons du privé. Dans ce cas-là, on a beaucoup parlé du public et des hauts fonctionnaires. La France est le pays notamment de Biomérieux, qui est un des leaders mondiaux des technologies de dépistage, par exemple. Et pourtant, on a été à la traîne extrêmement longtemps dans les dépistages. La France n'est pas si mal lotie en termes économiques, notamment dans le secteur de la santé. Si on va à Toulouse, par exemple, la e-santé est extrêmement développée. Alors comment se fait-il que, même quand l'État n'y arrive pas, le privé n'arrive pas à venir au secours du public ? Parce que vous avez c'est un pays qui sécrète des dogmes, qui adore les idées, qui ne s'intéresse pas tellement à la réalité, qui s'intéresse aux idées. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Quant à ce mépris, c'est pas moi qui l'invente, je le constate. Des gens qui ne sont rien, etc. Donc en réalité, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un mélange finalement de manque de pragmatisme. Regardez, on laisse parfois s'échapper, ça a été le cas de l'inventeur du vaccin du de la sida. Technologie, oui, tout à fait. Pas du vaccin contre le sida, pas du vaccin, pardon, de la thérapie, excusez-moi. De la thérapie, du vaccin ARN, notamment un des inventeurs et l'un des pionniers est français, il est en Allemagne. On laisse souvent les gens s'échapper, pourquoi ? On les laisse partir à l'étranger. On les laisse partir à l'étranger d'abord parce qu'on ne les paye pas suffisamment, tout ça est relativement connu, parce qu'on n'est pas capable de faire des exceptions à nos règles, notamment en matière par exemple de limite d'âge quand les gens arrivent à la retraite. On a donc un manque de pragmatisme, il y a une forme d'arrogance absolument incroyable. Il y a cette espèce de mélange entre le fait qu'on ne fait pas confiance à la population, on n'a pas confiance en nous-mêmes, on n'a pas confiance dans notre propre pays, dans nos capacités, et en même temps, on a une forme d'arrogance inimaginable et inouïe. Mais cette arrogance, elle est celle d'une caste, elle est celle d'une petite partie de brahmanes qui méprise le reste de la population et qui impose une vision qui est relativement hors sol. Là où ça devient plus compliqué, c'est que cette vision et cette doxa dont je parle, elle peut consister à célébrer par exemple le privé au détriment du public, ou de célébrer le public au détriment du privé, qu'importe. Elle va notamment avoir pour effet de placer des gens qui sont les copains d'eux, dans les bons réseaux, dans les petits papiers, etc. Et ça n'existe pas dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, Guillaume Bigot ? Ça existe dans tous les pays, bien évidemment. Ce qui est totalement différent, c'est le rapport au réel. C'est-à-dire que d'abord, la classe dirigeante dans les autres pays sont connectés au reste de la population. Elles ne partent pas du principe que leur population est la plus bête du monde ou que leur pays, les Américains, ne pensent pas que les États-Unis, c'est le pays le plus nul du monde. Les Chinois ne pensent pas que la Chine soit le pays le plus nul du monde, etc. D'une part. D'autre part, dans ces pays, les classes dirigeantes, elles ont, si vous voulez, par ce patriotisme, elles ont envie que ça fonctionne. Elles ont un rapport avec le réel qui est complètement différent. Leur seul souci n'est pas finalement de bien vérifier qu'elles sont en permanence au-dessus et bien distincte du bas peuple. Que peut faire le gouvernement, puisque c'est quand même à lui de prendre les décisions, Nicolas Corato, pour que ça accélère très sévèrement, un peu comme ce qu'a appelé de ses voeux Emmanuel Macron? C'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de demander leur avis aux Français, ou alors le faire de manière beaucoup plus rapide, qu'il faut arrêter de prendre du temps et de laisser, pour recueillir l'assentiment des Français, leur laisser un délai de rétractation. Est-ce qu'on doit piquer vraiment à la chaîne, ou convoquer l'armée, par exemple, réquisitionner l'armée, et pas seulement les médecins généralistes, comme on aurait pu le faire, comme l'ont fait les Italiens? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesures concrètes, rapides, pour que les Français voient que ça bouge, Nicolas? J'en vois deux. Dire la vérité, c'est-à-dire dire la vérité aux Français sur là où nous en sommes exactement de nos capacités de vacciner, et dire la vérité telle qu'elle est. Mais ça, c'est depuis le début de cette crise sanitaire qu'on réclame au gouvernement de dire la vérité sur la pénurie qu'il gère. Et deuxièmement, faire confiance. Faire confiance aux collectivités locales, faire confiance aux Français, faire confiance aux maires qui sont déjà prêts à lancer des campagnes de vaccination. Bref, faire confiance en l'esprit de responsabilité de ce peuple qui n'a jamais fait défaut depuis le début de la crise.
Faut-il, par exemple, toujours faire une consultation médicale avant un vaccin ? Ça prend du temps, c'est bête, mais ça prend du temps, par exemple. Là, on a des millions et des millions de Français à vacciner. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on aurait pu accélérer ou pas, Nicolas ? Moi, ça me choque pas qu'un acte de vaccination, c'est pas un acte anodin. Donc, qu'il y ait une consultation, ça me choque pas du tout. Mais ça s'organise. Et ça s'organise notamment avec les médecins libéraux. Alors, on dit, moi, je suis pas un spécialiste, que les médecins libéraux peuvent pas vacciner dans leur cabinet parce qu'il y a des conditions de conservation du vaccin que je veux bien comprendre. Mais les médecins libéraux, il leur arrive de quitter leur cabinet pour aller aussi rendre des services et se déplacer, par exemple, dans des centres de vaccination qu'on pourrait créer. Enfin, tout ça est à considérer avec l'ensemble des intervenants, pas dans des conseils qu'on crée au fur et à mesure que la crise se déploie. Peut-être une dernière chose, et pour vous notamment, Guillaume Bigot, des Français, des citoyens français sont tirés au sort justement pour pouvoir surveiller et analyser en toute transparence la stratégie de vaccination. Ça vient de commencer aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est un gadget ? Non, mais je me demande. La réponse est même dans la question, parce qu'en réalité, si vous faites ça, c'est déjà qu'il y a un aveu de défiance. Il y a un aveu de défiance dans les élus, parce qu'il y a un principe d'élection, d'une part. C'est-à-dire que vous méprisez vous-même l'élection, alors que vous-même vous êtes élu. Tout ça n'a strictement aucun sens. En plus, on va facilement accuser les dirigeants d'avoir choisi ou bourré le crâne de ceux qu'ils ont choisi. Donc tout ça n'a strictement aucun sens et montre en fait une déconnexion et une défiance. Regardez ce qui s'est passé depuis le départ. C'est un mélange de défiance et de manque de confiance en soi et d'incapacité à trancher, à décider, à prendre des décisions, à faire des choix, mélangé à une forme d'arrogance et de mépris. C'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'ils ont une incroyable confiance en eux, mais ils ne peuvent pas, par construction, décider, ils ne savent pas décider. Ce qu'ils ont fait depuis le départ, c'est travailler uniquement avec l'assistance publique, parce que ça, il y avait une chaîne de commandement, c'était sous leur responsabilité. Ce qu'ils ont fait depuis le départ, c'est appliquer des règles ou fabriquer des règles. Regardez encore sur le vaccin, ils ont fabriqué une règle de 5 jours, ils ont fait le consentement, etc. Et ils s'adaptent en permanence au changement de situation en fabriquant des règles. Et tous les frigos capables de stocker, frigos capables de stocker le vaccin Pfizer qui se conserve à moins 70 degrés, eh bien tous ces frigos-là ne sont pas encore certifiés et ça prend du temps. Bienvenue en France. Écoutez, merci à vous. On ne s'est même pas tourné vers l'industrie française pour les produire. D'ailleurs, on a immédiatement été vers la Chine ou vers d'autres. En tout cas, merci à tous les deux. La suite au prochain numéro, on fera les comptes d'ailleurs la semaine prochaine pour voir si la campagne de vaccination s'accélère. On a réussi à vous mettre d'accord, mais il faut dire que les chiffres et le phénomène que nous commentions est quand même particulièrement implacable. Merci Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française chez Plon. Merci à vous Nicolas Corato d'être intervenu sur Sud Radio, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est pas forcément ceux qui produisent le vaccin, mais vous verrez effectivement cette France des entrepreneurs, elle existe. C'est sur Sud Radio et sur Bismart dans un instant. C'est avec Stéphane Soumier.